eût été les commodités protocolaires, on s'en serait tenu à ces brillants discours qui, lorsque je les écoute, parfois j'ai l'impression qu'on parle d'une autre personne et pas de moi-même. Mais puisque le protocole l'exige, je voudrais, distingués invités, mesdames et messieurs, vous dire que c'est avec une réelle fierté et une grande satisfaction la présence de chacun et de chacun d'entre vous, tout de grands réconforts qui me gratifient de l'énergie vitale de votre amitié, de votre soutien, de votre encouragement et par-dessus tout, de votre attachement au rayonnement de notre pays, la Guinée. Je vous en remercie très sincèrement. À mon tour de parler, c'est le titre que j'ai retenu pour ma première publication en caractère littéraire. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas un ouvrage à classer d'emblée dans une quelconque strate rhétorique. Les motivations de sa parution se situent à deux niveaux. D'abord, j'ai décidé de mettre fin à la retenue et à la réserve que je m'étais imposée dans le souci de contribuer à ma manière à sauvegarder la paix sociale durant la très délicate période de transition dont le début fut, comme vous le savez, très tumultueux. Ensuite, j'ai acquis la conviction que le stade actuel de l'évolution du processus de transition politique de notre pays m'appelait avec force à partager ma modeste expérience avec vous, mes compatriotes. Je souhaite que la lumière de cette expérience épelée dans cet ouvrage puisse utilement éclairer, à la fois par ses forces et ses faiblesses, le débat national actuel centré sur l'essentiel, c'est-à-dire l'impérieuse nécessité de moderniser le système de gouvernance de la Guinée. Mesdames et messieurs, les bâtisseurs de nations ne peuvent éluder la capitalisation de l'expérience, laquelle constitue incontestablement un jalon décisif dans le processus d'invention des futurs possibles des peuples. Cette capitalisation aide à mieux définir le contour et le contenu des ruptures à opérer afin de mieux préserver l'impératif de continuité des acquis positifs de la nation. Elle permet d'innover tout en évitant le faux confort des sentiers battus, les atermoiements et les erreurs du passé. C'est sans doute l'une des voies que nous devrons intégrer pour surmonter les innombrables défis sur le chemin de la renaissance politique, économique, sociale et culturelle de la Guinée d'aujourd'hui et de demain. Mesdames et messieurs, des défis majeurs ont retenu mon attention lors de mon passage au poste de chef de gouvernement. À date, ceux-ci n'ont perdu aucune part de leur acuité. Certains se sont même amplifiés à force de n'avoir pas reçu à temps le traitement requis. Par-delà les convictions politiques et les intérêts partisans, ces défis interpellent avec la même intensité tous les patriotes, gouvernants et gouvernés, acteurs politiques et sociaux. Les menaces réelles qu'ils représentent pour notre nation doivent nous amener à concentrer toutes les énergies sur ce qui est fondamental aujourd'hui, à savoir définir et mettre en œuvre les meilleures stratégies pour les surmonter au plus vite. En premier lieu, la réconciliation nationale m'apparaît comme le préalable incontournable de la construction de la société démocratique que nous ambitionnons pour notre pays. En effet, il est essentiel de se convaincre que la fragilisation de la cohésion nationale, au-delà d'une certaine limite, représente une menace grave
à l'existence même et à la stabilité de notre nation. C'est en toute connaissance de cause que j'ai inscrit ce sujet dans les priorités du gouvernement de large ouverture en 2008. Je ne crois pas me tromper en affirmant que le besoin de dialogue et de réconciliation nationale est encore plus fort aujourd'hui que 3 ans plus tôt. En effet, se sont ajoutées aux déchirures vivaces du passé les profondes blessures physiques, morales, matérielles et humaines imputables au processus de transition, y compris celles engendrées par les élections. Évidemment, la réception du défi de la réconciliation passe par l'engagement des citoyens en général, celui de l'élite nationale en particulier. Fort malheureusement, notre élite n'a que trop brillé par ses inextricables et incessantes querelles, chantées dans l'ignorance, nourries par la soif de mesurer du gain exclusif, c'est moi, c'est pas l'autre, entretenues par les sentiments obscurs des centrismes étriqués de l'ego, de l'ethnie ou de la région. Elle doit maintenant se départir de cet anachronisme des temps modernes afin de s'élever au niveau de ses responsabilités historiques, politiques et sociales auxquelles les appellent nos populations. Mesdames et messieurs, l'urgence de la réforme du système administratif reste plus que jamais de mise. Notre pays a besoin d'une vision stratégique pour une réforme administrative apaisée. Le système administratif est à l'État ce que le système nerveux est au corps humain. C'est à travers les résultats de l'activité de son système d'administration qu'un État formule des politiques et des visions, exécute ses projets de développement, applique les lois qu'il se donne pour gouverner, exprime ses valeurs et concrétise les ambitions de son peuple. Lorsqu'elle ne produit pas les résultats attendus, l'administration devient un frein au développement. L'emploi de la jeunesse demeure un autre défi important pour l'avenir du pays. Il n'y aura pas de stabilité socio-politique sans réduction palpable de la pauvreté. À son tour, celle-ci ne peut se matérialiser si la couche juvénile, proportion importante de la société, reste sans perspective d'emploi, sans revenu et plongée dans l'angoisse. Ce sujet nous contraint de nous débarrasser urgemment du prisme biaisé qui entretient en nous l'illusion que notre pays est plus riche de son matelas de ressources minières, qualifié de scandale géologique, que de ses ressources humaines. Nous devons changer de regard et d'approche en restaurant à l'homme et aux conditions de sa productivité l'importance centrale dans la stratégie de développement. L'une des réponses essentielles à ce défi est le développement et la modernisation du système éducatif. Au-delà des vœux, il faut que les budgets consentis à ce secteur, les infrastructures qui lui sont dévolues et le système moral qui le gouverne soient portés à la hauteur des ambitions de développement durable de notre société. La qualification de la ressource humaine demeure la seule stratégie qui permettra de sortir notre pays de manière pérenne du cercle vicieux de l'enlisement pour le faire entrer dans le cercle vertueux et irréversible des mécanismes de développement. Mesdames et messieurs, nous l'avons tous compris, les richesses minières de la Guinée, malgré leur immense potentiel, ne peuvent pas servir, du moins dans le court terme, de locomotive au décollage économique de la Guinée. Sans négliger bien sûr ce secteur important, nous devons recentrer la stratégie de développement sur l'agriculture qui peut, avec des investissements moins onéreux, impulser la croissance, catalyser l'emploi rural, accroître le revenu des paysans, faire reculer les limites de la pauvreté, renforcer les bases de l'autosuffisance alimentaire et réduire la dépendance extérieure du pays. Aussi, le développement des petites et moyennes industries représente un autre moyen efficace de valoriser nos ressources locales. Elles apportent un immense potentiel de production de richesse nationale, d'emploi de jeunes, réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Leur développement demande un cadre administratif, juridique et réglementaire propice à l'investissement privé, national et étranger. Comme nous le savons, aucune économie libérale au sein
au sens plein du terme, ne peut s'imaginer sans la mise en place d'un secteur privé dynamique et compétitif. Par ailleurs, j'ai mentionné le défi de la restructuration du secteur des forces de défense et de sécurité. Une armée républicaine formatée dans le mot rigoureux de formation et de discipline, installée dans des conditions matérielles adéquates, demeure une des conditions de la normalisation et de la pérennisation des institutions démocratiques de la Guinée. Enfin, à mon tour de parler, rappelle l'importance de la modernisation du système judiciaire, lequel demeure un des piliers fondamentaux de l'état de droit. Toutefois, le succès espéré requiert aussi le changement civique de comportement de la société dans son ensemble, laquelle doit apprendre à privilégier le respect des lois par rapport au jeu pervers du relationnisme et de l'argent. Mesdames et messieurs, je pense que vous serez d'accord avec moi que ces divers défis n'ont ni couleur ni odeur. Ils ne s'encombrent ni du genre ni de l'âge des Guinéens, ni de leur race, ni de leur ethnie, encore moins de la région d'où ils proviennent. Ce défi d'union des forces, de cohésion sociale et d'action efficace est certainement le plus redoutable que nous avons le devoir de surmonter. C'est à l'aune des résultats obtenus dans cette arène que notre jeunesse mesurera et appréciera la capacité et l'aptitude de notre génération à véritablement assumer son devoir historique. Mesdames et messieurs, distingués invités, avec à mon tour de parler, j'ai essayé en partie de montrer comment, entre autres, ces divers défis ont été perçus et abordés par le gouvernement de large ouverture que j'ai eu le privilège de diriger dans un contexte national de totale fragilité sociale et institutionnelle. L'exercice de ma fonction de chef de gouvernement fut à cette époque à la fois exceptionnellement difficile, mais particulièrement enrichissant et exaltant. Pour ma part, ce fut particulièrement gratifiant d'écrire ce livre. Aujourd'hui, j'éprouve le sentiment d'avoir accompli un devoir de mémoire qui, je l'espère bien, apportera à mes compatriotes que vous êtes plus d'éclairage sur certains pans de l'histoire récente de la Guinée. L'élaboration de cet ouvrage m'a aussi donné l'occasion de rendre un hommage mérité à de nombreux cadres. Il s'agit de ceux qui ont fait partie de nombreuses équipes, quelquefois conflictuelles, souvent unies et soudées, auxquelles ma carrière professionnelle m'a fait appartenir. Je leur suis tout gré d'avoir su porter mes défauts et contribuer aux résultats communs que nous avons obtenus ensemble. Je tiens à remercier le journaliste qui m'a pilonné, M. Cheikh Yérim Seck, qui m'a, comme il l'a dit, encouragé à écrire et qui a apporté sa précieuse contribution à la préparation et à l'achèvement de cet ouvrage. De même, je remercie la Maison Harmattan pour la qualité de l'édition et l'Harmattan Guinée pour l'organisation de la présente cérémonie, sans oublier Elhaj Rafiou Bari et tous les autres qui ont joué des rôles absolument importants. Naturellement, je vois au milieu de la foule la secrétaire qui, avec talent, a saisi le livre, c'est Madame Sylviane Tall. Madame, je vous remercie très chaleureusement. Je souhaite que les échanges qui vont suivre renforcent pour les uns et pour les autres la volonté de témoigner et celle d'écrire. J'exprime ma reconnaissance à mes amis, mes compagnons, mes collaborateurs ainsi que tous ceux qui ont toujours cru en moi en dépit des aléas de la vie. Mesdames et messieurs, je ne puis terminer sans relever avec vous l'heureuse coïncidence de cette dédicace avec la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, de m'appeler à ses côtés pour apporter ma modeste contribution dans la mise en œuvre de la dynamique de changement qu'il ambitionne pour la Guinée.
Je saisis cette opportunité pour lui exprimer ma profonde gratitude et surtout mon engagement à apporter le meilleur de moi-même au service de notre nation. Je vous remercie.